La production du plus grand avion de ligne au monde, l'A380, capable d'accueillir 500 personnes sur 2 ponts ensemble avec des douches en première classe, a été arrêtée par Airbus en 2019. Le programme A380 s'est terminé en 2021. Airbus l'a qualifié d'échec commercial. Les compagnies aériennes sont passées à autre chose. Maintenant, cela change. Plusieurs compagnies passent de nouvelles commandes. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des accords confirmés avec des délais de livraison. Ce n'est pas une campagne marketing ou une annonce de concept, c'est un redémarrage. L'A380 est de retour dans les discussions de production et Boeing n'a rien dans cette gamme de taille. Pas de réponse, pas de feuille de route. Nous allons examiner ce qui a déclenché ce retour, qui est impliqué, et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des flottes long courrier. Lorsque Airbus a lancé l'A380 au début des années 2000, l'idée était simple, construire le plus grand avion de passagers de l'histoire et transporter plus de personnes par vol. Il pouvait transporter plus de 800 passagers en classe économique. Les compagnies aériennes pouvaient réduire le nombre de vols, réduire la congestion et transporter encore de grands volumes à travers les principaux hubs. C'était la théorie. L'engouement initial était fort. Emirates s'est engagé en tant que plus grand acheteur. Singapore Airlines était le client de lancement. Lufthansa et Air France ont suivi. Les compagnies aériennes ont commercialisé le pont supérieur avec des salons à bord, des douches et même des suites en première classe. Airbus l'a présenté comme une solution à long terme pour les aéroports à créneaux limités et la demande croissante en Asie et au Moyen-Orient. Mais il y avait un problème. L'avion avait besoin de facteurs de charge élevés et de routes idéales pour être rentable. Seules quelques compagnies aériennes disposaient des hubs, du trafic et des marges nécessaires pour que cela fonctionne. Les autres ont passé leur tour. L'A380 est entrée en service en 2007, juste au moment où les prix du pétrole ont grimpé en flèche et où l'efficacité des moteurs bimoteurs a commencé à s'améliorer. Le timing était mauvais et l'économie était pire pour quiconque sans stratégie de méga hub. Ce problème n'a jamais disparu. En dehors de quelques méga hubs, la plupart des compagnies aériennes ne pouvaient pas remplir un A380 de manière constante. Et si l'avion n'était pas plein, il ne rapportait pas d'argent. En plus de cela, la configuration à 4 moteurs signifiait une consommation de carburant plus élevée partout. Comparé aux nouveaux avions gros porteurs bimoteurs arrivant sur le marché, l'A380 était plus lourd, plus bruyant et plus coûteux à exploiter. Ensuite, il y avait le problème des aéroports. Des dizaines de grands aéroports internationaux n'étaient tout simplement pas conçus pour le gérer. L'envergure, le pont supérieur, les modifications des portes, tout cela ajoutait des coûts et de la complexité. Les compagnies aériennes ne pouvaient pas simplement l'intégrer aux routes existantes. Elles avaient besoin d'une infrastructure spécifique et d'un trafic intense pour justifier son utilisation. Pendant ce temps, Boeing avait une stratégie différente. Des avions comme le 777 et plus tard le 787 étaient optimisés pour les voyages de point à point, contournant entièrement le modèle de hub traditionnel. Les compagnies aériennes appréciaient de cela. Moins de risques, meilleure économie de carburant, plus de flexibilité. L'A380 a été conçu pour un monde où tout passait par quelques aéroports, mais l'industrie évoluait dans la direction opposée. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais il a été constant. Et au milieu des années 2010, il était clair qu'Airbus avait mal interprété la stratégie à long terme. En 2019, Airbus a officiellement annoncé qu'il mettrait fin à la production de l'A380. La livraison finale était prévue pour 2021. Leur déclaration était brutale. Il n'y a pas de base pour maintenir la production. Les commandes s'étaient taries. Les compagnies aériennes qui soutenaient autrefois l'avion réduisaient soit leur flotte, soit les retiraient plus tôt. Emirates, de loin le plus grand client du programme, a réduit ses commandes en cours et s'est tourné vers des avions plus petits. Sans ce volume, Airbus ne pouvait pas garder la ligne ouverte. Les compagnies aériennes n'ont pas protesté. Les investisseurs non plus. L'industrie est passée à autre chose. Même Airbus l'a traité comme un chapitre clos, célébrant l'ingénierie, mais sans défendre le résultat. Les calendriers de retraite étaient rapides. Certaines compagnies ont commencé à retirer les A380 du service bien avant que les cellules n'atteignent la mi-vie. D'autres les ont gardés stationnés indéfiniment. Au moment où le dernier avion a quitté la chaîne en 2021, la plupart des gens dans l'industrie avaient déjà accepté que l'ère du Super Jumbo était terminée. Aucun successeur n'était prévu et aucune relance n'était suggérée. Tout cela signifiait que l'A380 était terminé. Sauf que maintenant, ce n'est pas le cas. Les détails sont encore en cours de finalisation, mais ce ne sont pas des spéculations ou des symboles. C'est un engagement ferme impliquant soit de nouvelles cellules, soit un programme de rénovation approfondi utilisant des fuselages existants et des composants stockés. Dans tous les cas, la compagnie aérienne réinvestit à grande échelle dans l'A380. Cela n'est pas surprenant d'un point de vue de la flotte. Emirates a toujours été le seul transporteur capable de faire fonctionner l'économie. Ils ont le volume de passagers, la structure du réseau et un aéroport entièrement optimisé pour gérer ce type d'avion. Opérationnellement, rien d'autre ne transporte autant de passagers par vol. Et Emirates n'utilise pas seulement l'espace, ils ont construit tout leur modèle de service autour de cela. De l'aménagement de la cabine à l'image de marque, l'A380 correspond à leur mode de fonctionnement. Cela n'a jamais cessé de leur être utile. Ils ont simplement épuisé leur stock.
C'est ce qui a changé. Ils ne gèrent plus une élimination progressive. Ils rechargent. Le timing n'est pas aléatoire. Depuis que les voyages internationaux ont repris, la demande sur les routes long courrier a dépassé les niveaux d'avant Covid. Les voyages d'affaires ont repris plus lentement, mais le trafic de loisirs haut de gamme a comblé le vide, surtout sur les routes principales entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Cette demande n'est pas seulement revenue, elle est concentrée. Un petit nombre de hubs mondiaux effectuent la majeure partie du travail, et ces aéroports n'ont pas la place d'ajouter plus de créneaux de décollage et d'atterrissage. La seule façon de croître est de transporter plus de passagers par vol. Cela s'inscrit directement dans la stratégie d'Emirates. Leur modèle dépend de l'acheminement de volumes massifs via Dubaï, avec un rendement élevé en première classe et en classe affaires. L'A380 leur offre toujours plus d'espace à vendre que tout autre avion en vol. Les avions bimoteurs à large fuselage peuvent égaler la portée et l'efficacité, mais pas la capacité. Et en ce moment, la capacité est la contrainte. Emirates dispose déjà des équipages, de l'infrastructure et du réseau en place. Ramener l'A380 ne nécessite pas une refonte majeure. Cela prolonge simplement un système qui fonctionne déjà, à un moment où chaque siège vaut plus qu'il y a 5 ans. Avec la demande en hausse et Emirates prêt à acheter, la prochaine question est de savoir si Airbus peut réellement livrer. La production à grande échelle de l'A380 a pris fin en 2021 et la chaîne d'assemblage finale à Toulouse a été réaffectée. Redémarrer cette ligne à partir de zéro serait coûteux et lent. Donc, Airbus adopte une approche différente. Au lieu de relancer le système de production original, il se concentre sur les avions stockés et les pièces inutilisées déjà en inventaire. Plusieurs cellules d'avions qui n'ont jamais été complétées sont évaluées pour une livraison potentielle. D'autres peuvent être reconstruits en utilisant des composants récupérés d'avions retirés du service, combinés avec des systèmes et des intérieurs mis à jour. En interne, Airbus a reconnu la demande, mais n'a pas pris d'engagement à long terme. Un porte-parole a récemment déclaré qu'ils évaluaient les options en fonction de l'intérêt du marché. Ce n'est pas un oui ferme, mais ce n'est plus un non catégorique non plus. L'accent est actuellement mis sur la satisfaction des commandes à court terme grâce au stock disponible. Si cela se passe bien, Airbus pourrait envisager des séries de production limitées, probablement en partenariat avec des fournisseurs qui ont encore des outils et de la capacité restant du programme original. Ce n'est pas encore un retour complet, mais ce n'est plus non plus théorique. Si Airbus envisage sérieusement un retour, c'est parce que les conditions ont changé et ne sont pas simplement temporaires. Selon les dernières projections de l'Association internationale du transport aérien, le trafic passager international devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie d'ici l'année prochaine. Les liaisons long courrier mènent à cette reprise, stimulées par une demande de loisirs refoulée et un rebond des réservations en classe premium. Les coefficients de remplissage sont élevés partout, mais surtout sur les vols entre les grands hubs. Les compagnies remplissent à nouveau la première classe et la classe affaires où les marges bénéficiaires sont les plus fortes. Cela change les calculs pour des avions comme l'A380, qui dépendent des sièges premium pour compenser les coûts opérationnels. Les compagnies aériennes s'inquiétaient de faire voler des géants à moitié vides. Maintenant, ils essaient de tirer plus de revenus de chaque créneau disponible. Et l'A380 transporte toujours plus de passagers en un seul voyage que toute autre alternative. Pour les grands aéroports mondiaux, le problème n'est pas la demande, c'est l'espace. Des aéroports comme Heathrow, JFK, LAX et Narita fonctionnent déjà à pleine capacité. Ajouter plus de vols n'est pas toujours une option. Les pistes, les portes d'embarquement et les horaires de trafic aérien sont saturés. C'est là que l'A380 entre à nouveau en jeu. Il transporte encore plus de passagers par décollage que tout autre avion en service. Quand vous ne pouvez pas ajouter plus de vols, la seule façon de croître est de mettre plus de personnes sur chacun d'eux. Cela est particulièrement important dans les aéroports à créneaux limités, où chaque décollage compte. Les compagnies aériennes opérant dans et hors de ces hubs cherchent des moyens d'augmenter leurs revenus sans déclencher de nouvelles demandes d'infrastructure. L'A380 leur permet de le faire sans avoir besoin de portes supplémentaires ou d'un nouvel espace terminal, à condition que l'aéroport soit déjà certifié pour le gérer. Les chiffres deviennent difficiles à ignorer. Un seul vol d'A380 peut remplacer 2 ou même 3 avions plus petits, selon la configuration. Dans les marchés à fort volume avec un accès limité, cela fait une réelle différence. Dans les aéroports à créneaux restreints, le volume de passagers n'est pas la seule contrainte. Le fret compte aussi. L'A380 offre une capacité de soute significative, bien plus que la plupart des gros porteurs volant aujourd'hui. Les compagnies aériennes opérant sur des routes long courrier peuvent charger du fret en dessous tout en remplissant les sièges à l'étage. Cet espace supplémentaire donne à chaque vol un potentiel de revenus accru sans avoir besoin d'un avion cargo dédié. Sur les routes entre les principaux centres commerciaux, cela fait une différence. Tous les aéroports n'ont pas la flexibilité de gérer des opérations de fret séparées. Pouvoir transporter les deux en une seule fois aide les compagnies aériennes à maintenir leurs marges sur les vols long courrier coûteux.
C'est en partie pourquoi les transporteurs comme Emirates comptent encore sur l'A380. Il ne s'agit pas seulement de transporter des passagers, il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque créneau de vol disponible, et avec la demande qui revient dans les deux segments, avoir cette flexibilité intégrée dans l'avion offre aux compagnies aériennes plus d'options lorsque d'autres solutions ne sont pas disponibles. L'A380 s'intègre toujours dans le système d'Emirates parce que ce système n'a pas changé. Leur modèle dépend du transport d'un grand nombre de passagers et de marchandises via un seul hub, Dubaï. Cela nécessite des avions conçus pour le volume, pas seulement pour l'efficacité. Tim Clark, le président de la compagnie aérienne, a été clair à ce sujet. Dans des interviews, il a dit que l'économie de l'A380 fonctionne seulement quand il est rempli. Mais quand cela se produit, il offre des résultats qu'aucun autre avion ne peut égaler. Et pour Emirates, ils ont constamment réussi à le faire. L'aéroport international de Dubaï est conçu pour soutenir ce type de trafic. C'est l'un des rares endroits où l'A380 peut être retourné rapidement et utilisé à haute fréquence. Tant qu'Emirates maintient ce modèle en place, l'avion reste une partie de leur plan à long terme, non pas comme un vestige du passé, mais comme un élément central de leur stratégie concurrentielle. Emirates a fait fonctionner l'A380 parce qu'ils avaient le trafic et l'infrastructure, mais une partie de la raison pour laquelle ils ont continué à le commander encore et encore est que Boeing ne leur a jamais offert une alternative sérieuse. Le 747-8 était censé rivaliser, mais la version passager n'a jamais décollé. La plupart des compagnies aériennes ont passé leur tour. Lufthansa en a pris quelques-uns, mais la majorité des commandes étaient pour le fret. Boeing l'a discrètement laissé tomber. Cela a laissé le 777X comme le prochain espoir de Boeing dans le segment des gros porteurs. Mais les retards de développement ont repoussé le calendrier à plusieurs reprises. Les problèmes de certification et les retards de production ont transformé ce qui devait être un successeur clair en une attente indéterminée. Et tout au long, Boeing est resté convaincu que le marché des très gros porteurs était mort. Leur attention est restée sur la flexibilité des bimoteurs et la gamme de taille moyenne. Maintenant, avec la demande en hausse et l'A380 trouvant une nouvelle vie, cet écart dans la stratégie de Boeing est plus difficile à ignorer. Boeing a eu du mal à retrouver son équilibre. La crise du 737 MAX a endommagé la confiance, tant avec les régulateurs qu'avec les clients des compagnies aériennes. Des années plus tard, l'entreprise gère encore les conséquences, les retards, la surveillance accrue et l'hésitation des acheteurs. Pendant ce temps, le 787 a connu ses propres revers. Des problèmes de fabrication ont perturbé les livraisons et ont obligé la Federal Aviation Administration à augmenter les inspections. Certains avions ont été cloués au sol. Les calendriers de production ont glissé. Les compagnies aériennes qui comptaient sur ces avions ont dû modifier leurs horaires ou mettre en attente leur plan d'expansion. Des clients majeurs ont exprimé publiquement leur frustration. Lorsque les avions ne sont pas livrés à temps ou arrivent avec des problèmes, la confiance s'estompe. Les transporteurs ne se contentent pas de regarder les modèles individuels. Ils remettent en question la fiabilité globale de l'entreprise. Cela se produit à un moment où Boeing n'a rien en préparation pour concurrencer dans le segment ultra large. Cette absence devient de plus en plus difficile à ignorer pour l'industrie. Les compagnies aériennes réagissent à ce qu'elles voient. Airbus a maintenu des objectifs de livraison stables et est resté disponible lorsque les clients ont demandé du soutien. Boeing n'a pas égalé cette constance. Les retards, les changements de calendrier et les problèmes de qualité ont commencé à éroder la confiance à travers plusieurs programmes. Lufthansa a reconnu publiquement Airbus lors de plusieurs briefings. Emirates a laissé entendre que les futurs engagements pour les gros porteurs pourraient pencher vers le fabricant capable de respecter les délais et de maintenir la continuité de la flotte. Ce ne sont pas des déclarations isolées, elles reflètent une frustration plus large parmi les transporteurs long courrier. Les analystes de marché remarquent le changement. Plusieurs se demandent si Boeing a encore un avenir dans le segment supérieur des avions long courrier. Avec le 747-8 abandonné et le 727X toujours non certifié, il n'y a rien du côté de Boeing pour contrer un A380 relancé ou une future expansion d'Airbus dans ce domaine. L'écart de perception se creuse. Airbus semble stable, Boeing semble bloqué. Plus cela dure, plus l'effet de levier change dans les futures négociations. L'A380 original a toujours été freiné par sa consommation de carburant. Même à pleine capacité, il ne pouvait pas égaler l'efficacité des nouveaux jets bimoteurs. C'est pourquoi Airbus, des années avant de fermer la ligne, a exploré une possible mise à niveau, qui aurait été appelée l'A380neo. Le plan était centré sur les moteurs. Rolls-Royce avait proposé d'utiliser sa série Advance, un design de nouvelle génération visant à réduire la consommation de carburant d'environ 15%. Contrairement à une refonte totale, cette approche aurait conservé la configuration à 4 moteurs, ce qui signifie que les compagnies aériennes n'auraient pas besoin d'une nouvelle qualification de type ou d'un programme de recyclage complet. Sur le papier, la mise à niveau avait du sens. La taille de l'avion permettait d'accueillir des moteurs plus lourds et plus efficaces, sans modification structurelle majeure. L'autonomie pourrait s'améliorer, les émissions diminueraient et l'économie par siège se rapprocherait enfin des chiffres que les compagnies aériennes attendent maintenant.
Le projet n'a pas avancé, principalement parce qu'Airbus ne voyait pas de marché à l'époque, mais les bases techniques étaient là, et avec les cellules d'A380 retournant en service et quelques nouvelles potentiellement en développement, l'idée de revisiter ces améliorations de moteur n'est pas exclue. Cela ne nécessiterait pas de repartir de zéro, il suffirait juste de la demande. Entre 2015 et 2017, Airbus a sérieusement envisagé de lancer l'A380neo. Ils ont mené des études internes, discuté avec des fabricants de moteurs et même proposé l'idée à Emirates. Mais finalement, ils ont abandonné. Les raisons étaient claires. Redessiner les supports moteurs, mettre à jour l'aile et effectuer les modifications nécessaires pour la certification coûterait des milliards. Sans un large intérêt des compagnies aériennes, ces dépenses ne pouvaient pas être justifiées. Emirates était ouvert à quelques dizaines de commandes, mais aucun autre transporteur n'a montré un engagement fort. Le modèle économique ne tenait pas. À l'époque, la demande pour les avions ultra larges était en déclin constant. Le passage au biréacteur long courrier s'accélérait et Airbus concentrait déjà ses ressources sur l'A350 et le développement futur des monocouloirs. Cela a changé. Le trafic international a fortement augmenté après la Covid et les principaux hubs manquent de créneaux. Emirates commande plus d'A380 et d'autres compagnies commencent à réévaluer les avions qu'elles ont mis de côté pendant la récession. Chez Airbus, la question n'est plus de savoir si l'A380neo était une mauvaise idée, c'est de savoir s'il était simplement en avance. Les problèmes d'ingénierie sont en grande partie résolus. Ce dont Airbus a besoin maintenant, c'est de la confiance que les commandes ne s'arrêteront pas à une seule compagnie aérienne. C'est le débat en cours. Si la demande actuelle pour les avions à grande capacité se maintient et surtout si d'autres compagnies suivent Emirates, Airbus pourrait avoir des raisons de rouvrir la discussion sur l'A380neo. Cette fois, le chemin de mise à niveau ne s'arrêterait pas au nouveau moteur. La technologie a progressé depuis que les études initiales ont été mises de côté. Airbus a passé la dernière décennie à affiner les systèmes de commande de vol électrique, à intégrer des matériaux composites plus légers et à expérimenter des plateformes d'avionique de nouvelle génération. Une partie de cela pourrait être adaptée à un A380 rafraîchi, réduisant le poids et améliorant la compatibilité du cockpit avec les nouvelles familles d'avions. Il y a aussi une planification à long terme en cours autour de la propulsion à hydrogène. Airbus teste déjà des conceptions modifiées pour des carburants alternatifs. Et bien que l'A380 n'ait jamais été conçu dans cet esprit, sa taille pourrait en faire un banc d'essai pour des systèmes prêts pour l'avenir. Une conversion complète à l'hydrogène est peu probable à court terme, mais des adaptations structurelles pourraient être envisagées si le calendrier s'étend jusqu'aux années 2040. Rien de tout cela ne se fait sans un client de lancement. Mais si Emirates le soutient, la conversation change. Ils ont le levier, le réseau et la stratégie de flotte pour stimuler une production précoce. Airbus ne relancerait pas la ligne sur des spéculations, mais une commande solide soutenue par un volume opérationnel pourrait en faire à nouveau une option réelle. Si l'A380 fait un retour discret, c'est parce que le système de hub and spoke n'a jamais vraiment disparu. Il s'est juste arrêté. Des aéroports comme Dubaï, Doha et Changi ont été construits autour de l'idée de déplacer un grand nombre de passagers par un point central. Ce modèle fonctionne lorsque vous avez l'infrastructure, la coordination et suffisamment de demandes pour les longs courriers afin de remplir des gros porteurs en continu. L'A380 s'adapte mieux à cette approche que tout autre avion en service. Il a été conçu pour cela. Les avions plus petits peuvent atteindre plus de destinations, mais ils ne se développent pas aussi efficacement dans les hubs à fort trafic. Et un A350 ou un 777 ne peut pas remplacer le débit brut d'un A380 sur les routes principales sans ajouter plus de vols, plus d'équipage et plus de congestion. Des aéroports déjà très fréquentés atteignant leurs limites, cela devient un goulot d'étranglement. Avec l'augmentation du trafic international et la croissance des créneaux horaires bloqués dans les principaux hubs, les compagnies aériennes se penchent à nouveau sur la capacité, pas seulement sur la fréquence. La logique derrière le modèle hub and spoke reste valable. Il fallait juste une nouvelle courbe de demande pour prouver à nouveau sa valeur. Et si cette tendance se poursuit, l'A380 ou quelque chose qui remplit le même rôle pourrait ne pas être une solution temporaire. Cela pourrait être ce que la prochaine phase de l'aviation mondiale nécessite. Le segment des vols ultra long courrier entre dans une phase de transition. L'A350 et le 767X de Boeing sont prêts à dominer les routes point à point, offrant une grande portée et une meilleure efficacité énergétique pour les marchés plus restreints. Mais ces avions ont été conçus pour la flexibilité, pas pour la densité maximale. Si Airbus avance avec un A380neo, il ne serait pas en concurrence directe, il couvrirait un quai d'utilisation différent. Au lieu de viser de nouvelles destinations, il se concentrerait sur le transport de grands volumes entre les hubs les plus fréquentés. Sur les grands corridors, avec une demande constante, l'économie par siège peut encore fonctionner, surtout si elle est associée à des moteurs améliorés et des structures plus légères. Les compagnies aériennes peuvent ne pas choisir l'un ou l'autre. Elles peuvent se couvrir, utiliser l'A350 ou le 777X pour les routes où la flexibilité est importante, et déployer un A380 remanié là où les calculs favorisent l'échelle. Ce type de diversification de flotte n'est pas inhabituel. C'est déjà ainsi qu'opère Emirates.
Ce qui change maintenant, c'est que la stratégie des vols ultra-long courriers n'est plus uniquement dictée par l'efficacité. Les contraintes aéroportuaires, le volume de fret et le trafic premium influencent à nouveau les décisions concernant les avions. Et si la capacité devient le nouveau goulot d'étranglement, les compagnies aériennes pourraient constater qu'elles ont besoin des deux modèles fonctionnant côte à côte. L'avenir des gros porteurs ne sera pas défini par une seule plateforme. Il sera façonné par le cas d'utilisation. Boeing livre toujours des avions, mais sa position dans le segment des gros porteurs glisse. Le programme 777X reste en retard et le 787 se remet d'une série d'arrêts de production. Alors qu'Airbus continue d'élargir son empreinte dans le segment des gros porteurs, Boeing gère des revers sans créer de dynamique. Les carnets de commandes reflètent ce changement. Plus de compagnies passent des commandes fermes pour les variantes de l'A350 et Airbus suscite de l'intérêt à la fois dans la gamme de capacité moyenne et supérieure. Pendant ce temps, Boeing essaye de maintenir sa part avec moins de modèles disponibles et des délais de livraison plus serrés. Il y a de la pression des deux côtés. Politiquement, l'entreprise est sous la surveillance continue des régulateurs et des législateurs après plusieurs échecs en matière de sécurité et de conformité. En interne, les principaux clients expriment de plus en plus leur frustration. Les livraisons retardées, le manque d'alternatives et les options de mise à niveau limité mettent à l'épreuve des relations de longue date. Si Airbus ajoute un A380 mis à jour à l'offre, surtout soutenu par un grand transporteur, l'écart concurrentiel de Boeing s'élargit encore. Ce n'est pas seulement une question de jalons manqués. Il s'agit de perdre de la pertinence dans des segments de marché clés. 2025 et 2026 pourraient être des années critiques. Boeing a besoin de stabilité. Sans cela, davantage de compagnies aériennes commenceront à parier ailleurs. Certaines l'ont déjà fait. Si Airbus remet l'A380 en pleine production, les effets se feraient rapidement sentir dans l'industrie. Le premier obstacle serait la chaîne d'approvisionnement. Airbus a démantelé sa ligne d'assemblage d'origine et de nombreux fournisseurs ont soit changé d'orientation, soit fermé leurs outils. Redémarrer ce réseau prendrait du temps et de l'argent, mais ce n'est pas impossible, surtout s'il y a une commande de lancement claire d'Emirates et un fort intérêt d'autres transporteurs. Une production limitée utilisant des fuselages existants pourrait combler le fossé pendant qu'Airbus reconstruit des composants clés du processus original. Si d'autres compagnies aériennes suivent Emirates, des transporteurs comme Turkish, Qatar ou même Lufthansa, l'argument pour une reprise complète devient plus fort. Airbus n'aurait pas besoin d'un volume massif immédiatement. Il aurait besoin d'un flux constant de commandes qui s'aligne avec les besoins des hubs à créneaux limités. Pour Boeing, cela met encore plus de pression sur son programme de gros porteurs déjà tendu. Le 777X est en retard et l'entreprise n'a pas de réponse dans le segment à haute capacité. Si l'A340 Neo commence à prendre de l'ampleur, Boeing pourrait être contraint d'accélérer la livraison du 777X ou d'explorer des améliorations pour le 787. Aucune de ces options n'est rapide ou bon marché. Une réponse entièrement nouvelle prendrait une décennie ou plus, et ce délai pourrait ne pas être acceptable pour les clients clés. Il y a un autre acteur qui observe tout cela discrètement, Comac. Si la demande pour les avions à grande capacité revient, la Chine pourrait envisager un grand avion domestique destiné à la région Asie-Pacifique. Avec des corridors de voyage denses et une infrastructure aéroportuaire en expansion, la région correspond au modèle pour lequel l'A380 a été initialement conçu. Un nouvel entrant dans le domaine des très gros avions marquerait un changement majeur et pourrait ouvrir un nouveau niveau de concurrence auquel Airbus et Boeing n'ont pas encore eu à faire face. La porte n'est pas encore ouverte, mais elle bouge. L'A380 a été déclarée terminée. Maintenant, il revient en pertinence. Nouvelle demande, nouvelle pression et aucun véritable rival en vue. La réponse de Boeing pourrait arriver trop tard, si elle arrive. Reprendriez-vous la 380 et pensez-vous que Boeing a encore des ressources pour riposter? Faites-le nous savoir ci-dessous.